Le territoire du Canada, au départ, était une énorme propriété privée anglaise, la Hudson's Bay Company. Le nouveau gouvernement canadien en hérita à partir de 1870 et confia l'exploitation de ses ressources naturelles à des compagnies, elles aussi, privées. Les Indiens propriétaires historiques ont été sommairement expropriés et mis en réserve. Les populations blanches fourniront les bras et recevront en retour de quoi survivre. Nous sommes dans le bouclier canadien, à cheval entre l'Ontario et le Québec, dans des mines quelque part au sud de la baie d'Hudson. Les 3/4 de la production minérale canadienne sont sortis d'ici. Du cuivre pour l'électricité, de l'argent pour la photographie, du nickel pour la guerre et de l'or pour les dictateurs en fuite. Même si je suis né dans la ville minière de Rouyn-Noranda, le monde des mines me reste encore mystérieux. Il doit l'être encore plus pour plusieurs d'entre vous, et c'est normal. D'abord, ça se passe dans le nord de la vallée du Saint-Laurent et des Grands Lacs, et sous terre, où personne ne veut aller. Le refuge des morts, les civilisations perdues. On en entend parler seulement quand il y a des accidents ou quand le prix de l'or atteint des sommets admiratifs. Autrefois, ceux qui descendaient sous terre estimaient qu'ils n'en avaient pas le choix. Ceux qui y descendent aujourd'hui sont attirés par les salaires de gens instruits. Vous ne connaissez rien des mines? Normal, les mines ne parlent pas beaucoup, surtout pas de leur histoire. Au moment où le métis Louis Riel est pendu, où 8 grands chefs indiens de l'Ouest sont enterrés dans une fosse commune en Alberta, tous débarrassant le territoire à jamais, le nouveau chemin de fer arrive à Sainte-Anne-des-Pins, aujourd'hui Sudbury. Un cheminot dynamiteur dégage ce qui semble être un important gisement de cuivre. Il y a peu d'expertise minière au pays. Les capitaux proviendront de l'Ohio et le métal sera ensuite acheminé au New Jersey pour y être raffiné. Une compagnie est formée, la Canadian Copper Company. Comme partout sur la Terre, il y a beaucoup de soufre dans le minerai, dont on n'a pas besoin. On empile donc le minerai sur les billots de la forêt de pin environnante, on met le feu. Le soufre brûle pendant des mois, pas de cheminée. Ça devient ce qu'on appelle des champs de fritage. Ceux qui travaillent là sont des immigrés d'Europe, parce que personne d'autre ne veut faire la job. Particularité ici, le cuivre est associé à un curieux métal blanc, le Kupfer-Nickel, mot allemand qui signifie « cuivre du diable ». Beaucoup de Kupfer-Nickel. On ne sait pas trop quoi en faire. L'Écossais James Riley découvre en 1889 qu'en alliant le nickel à l'acier, on le rend inoxydable, stainless steel. Or, en Occident, il n'y a qu'à Sudbury, Ontario, qu'on en trouve du nickel. La marine américaine en recouvre la cuirasse de ses bateaux de guerre et part à la chasse aux Espagnols, réfugiés dans leur dernière colonie en Amérique, Cuba, son sucre. Les vaisseaux espagnols sont coulés les uns après les autres, comme dans le jeu de la bataille navale. Le ministre de la guerre, Theodore Roosevelt, s'écrie « Le goût de l'Empire règne sur chacun de nous comme le goût du sang règne dans la jungle. » L'armée américaine traquera les Espagnols jusque dans leurs lointaines îles Philippines, où elle tuera entre 200 et 600 000 personnes. Sa marine ne perdra aucun bateau, intact. Comme le disent les Français, nickel. Tout le monde militaire comprend maintenant que les futures guerres vont se gagner avec le nickel des mines de Sudbury. D'ailleurs, l'Allemagne offre d'acheter toute sa production. En 1902, le banquier et industriel américain J.P. Morgan, celui qui a longtemps personnalisé le bonhomme au jeu du Monopoly, le maître des chemins de fer et de l'acier,
absorbe la Canadian Copper Company pour former l'Inco. Son empire manipule 12 fois plus de cash que le budget annuel du gouvernement des États-Unis. Les Américains n'auront pas besoin d'envahir le Canada par les armes. Ils le feront par le cash. Il suffira de graisser de temps en temps la classe politique canadienne, dont le premier ministre lui-même, Sir Wilfrid Laurier, qui encaissera un chèque de 5 000 $ de l'Inco, ses dividendes personnels. Tout juste à 200 km au nord de Sudbury, à Cobalt, un cheminot forgeron exhume une veine d'argent natif. Le 27 mai 1906, le New York Times titre « Cobalt, New Eldorado ». C'est la ruée classique. Débridée. Des milliers d'aventuriers, de prospecteurs arrivent de partout, même du fameux Klondike, dont l'aventure tire à sa fin. Comme le métal-argent se trouve surtout en surface, on n'a pas besoin d'un gros investissement pour exploiter une mine. Les petits capitalistes canadiens pourront donc faire leur entrée dans le monde minier et le régenter en anglais. Le travail est assuré par des cohortes d'immigrants européens venus surtout de Finlande pour fuir la Révolution et d'Italie pour fuir la misère noire. Personne ne parle anglais. Les différentes ethnies seront maintenues séparées pour décourager toute tentative de syndicalisation. Le travail rapporte quand même 3 fois plus qu'en Europe rurale. Ces hommes rêvent de faire un magot, puis de rentrer chez eux. Ils n'auront droit qu'aux rêves. 6 jours et demi de travail par semaine, 10 heures par jour, à dynamiter en s'éclairant la chandelle, à déplacer des tonnes de roches, sans ventilation, les poumons encrassés par la poussière des nouvelles foreuses pneumatiques qu'on surnomme les faiseuses de veuves. 40% des mineurs souffriront de silicose incurable. Des accidents mortels à répétition. Pour la mine, l'amende maximale pour négligence fatale est de 100 $. Le premier ministre Sir Wilfrid Laurier les gratifiera de sa visite. Il leur dit « Tout ce que nous vous demandons est de donner le meilleur de votre humanité. » Les mineurs de Cobalt lui obéiront avec empressement, leur espérance de vie étant de 46 ans. Ces hommes n'ont jamais rien fait d'autre que de creuser leur propre tombe. Cobalt. 40 mines d'argent naîtront dans un espace très restreint. L'endroit n'est pas cadastré. La ville est bâtie autour d'un lac qu'on va éventuellement vider pour creuser une mine. La source d'eau potable de la place. Les ordures ne sont pas ramassées. Une toilette pour 25 personnes. En 1906, alors que Cobalt expédie pour 2 millions de dollars de lingots d'argent, le petit conseil municipal, lui, dispose de 5 000 $ en tout pour mettre un peu d'ordre dans la place. La ville finira par passer au feu. Une épidémie de typhoïde frappera 1000 personnes, en tuera 200. Tous ces efforts à la gloire de l'Angleterre qui achète l'entière production d'argent pour payer son armée d'occupation aux Indes. Ne reste plus rien de cette coquette ville fantôme qui a vu son Altesse royale le prince de Galles venir l'honorer de sa présence, qui a vu son équipe de hockey, les Silver Kings, vaincre les Canadiens de Montréal sur sa propre patinoire en février 1909. Sing a little song of Cobalt. If you don't live there, it's your fault. Oh, you Cobalt, where the wintry breezes blow, where all the silver comes from, and you live a life and then some. Oh, you Cobalt, you're the best old town. Yes, the best town. You're the best old town that I know.
ne reste plus rien, sauf l'arsenic d'argent qui continue de couler dans le lac Témiscamingue. 2 millions de kilos à ce jour. 1909. Les géologues du gouvernement ont peut-être identifié encore plus au nord une anomalie minérale, à 50 km en dehors de la traque, en plein bois, en pleine swamp, en pleine mouche noire. Une nuée de prospecteurs s'y garoche. Le prospecteur plante son poteau de revendication minérale là où personne n'a encore planté le sien, puis se précipite au bureau du gouvernement le plus proche pour y enregistrer son petit hectare personnel, son claim. Ce claim, obtenu pour quelques sous, le déclare propriétaire du sous-sol. Il sera tenu de faire un minimum de travaux d'exploration chaque année, mais il se consacrera surtout à prier le bon Dieu pour qu'un éventuel millionnaire s'intéresse à son petit hectare et en fasse une vraie mine. Le prospecteur lui vendra son claim avec grand plaisir. Cette façon de faire est demeurée la même jusqu'à aujourd'hui. Les voici, les prospecteurs assis sur leur claim. Ils attendent les promoteurs de mines. Ils n'attendront pas longtemps. En fait, ils sont assis sur des veines d'or à l'état pur, de l'or. Les propriétaires canadiens de mines de cobalt se précipitent à leur tour et achètent les claims pour quelques milliers de dollars. L'un de ceux-ci donnera son nom à la ville qui vient de naître, Timmins. 3 mines fabuleuses côte à côte. La Hollinger, la McIntyre, la Dome, toujours en opération depuis 100 ans et pour 100 ans encore. De l'or, métal excitant, mais pratiquement inutile. Des bijoux, la vaisselle liturgique, des lingots comateux. À Timmins, on y exhumera 7 fois plus d'or que dans toute l'histoire du Klondike. Cet or existe toujours, il vaut aujourd'hui 100 milliards de dollars. En novembre 1912, la mine Hollinger, la mine d'or la plus riche de l'Empire britannique, impose une diminution de salaire à ses mineurs. Consigne aussitôt suivie par les 12 mines environnantes. La révolte. 5000 hommes arrêtent de travailler. La grève est dirigée par un syndicat révolutionnaire américain, les Wobblies, déterminé à implanter un syndicat quelque part dans le nord minier. On les voit ici en prison. De leur côté, les mines engagent des Pinkerton, sorte de police privée américaine aussi. On tire sur la foule. Les mineurs bloquent le chemin de fer pour empêcher les briseurs de grève d'entrer, mais ils bloquent aussi le ravitaillement. Ils retourneront à l'ouvrage à la fin de l'hiver, affamés. Pour plusieurs, la déportation les attend. L'industrie minière peut continuer de prospérer en paix, tout comme en guerre d'ailleurs. Au déclenchement de la Première Grande Guerre, les mines d'Inco contrôlent 80% du nickel mondial. Faisant partie de l'Empire britannique, le Canada envoie ses troupes, mais pas les États-Unis, demeurés neutres pour le moment. La raffinerie d'Inco au New Jersey continue donc de vendre du nickel à l'armée britannique et 40% de sa production à son ennemi allemand. C'est ainsi que des soldats de Sudbury se feront tirer dessus à la bataille de Vimy avec des cartouches recouvertes de nickel provenant de leur propre mine. L'opinion publique canadienne s'en émeut. Au mois d'août 1916, elle apprend aussi que le sous-marin allemand Deutschland a quitté le port de Baltimore chargé de 340 tonnes de nickel de Sudbury. On réclamera la nationalisation de cette industrie, mais pour la première et la dernière fois. Et les boys rentrèrent. Suite à l'effort de guerre, le paysage de Sudbury était maintenant décapé de tout son humus. Un soldat constate, ça ressemble au champ de bataille de l'autre bord. Au début du 20e siècle, le mot environnement n'existe pas. La seule valeur qui préside à tout, le profit pur.
Et le rendement des mines dans la première moitié du siècle est extraordinaire. Elles font souvent du 50 %. Moitié dépenses, moitié bénéfices. On a du cash pour investir et le Nord est à peine exploré. Les prospecteurs suivent maintenant un immense filon métallifère nommé la faille de Cadillac, qui permettra l'ouverture d'une centaine de mines de part et d'autre de la frontière Québec-Ontario. Le prospecteur Edmund Horn traverse la frontière québécoise et découvre dans le canton de Rouyn un gisement de cuivre de la taille de la place Ville-Marie à Montréal, assez gros pour ériger une fonderie sur place. Personne alentour, même pas d'Indiens. Cette fois-ci, les financiers ne laisseront pas les aventuriers faire la fête comme à Cobalt. En 1926, les nouveaux Copper Kings obtiennent de Québec par une loi spéciale la permission de dessiner et de diriger leur propre ville qui épousera le contour exact de la concession minière. Le gérant de la mine agira comme maire et chef de police de la nouvelle mine-ville, qui s'appellera Noranda. La loi des mines sera amendée pour la circonstance. La Company Town est exemptée de toute forme de taxe pendant 15 ans. C'était le plan Nord de l'époque. La loi spécifie aussi nul propriétaire, locataire, occupant de terrain dans le canton de Rouyn ne peut réclamer de dommages causés par les gaz et fumées délétères produits au cours des opérations d'une usine de fonte. Or, des usines de fonte, il n'y en a pas beaucoup dans le canton de Rouyn. Noranda contrôlera donc son sous-sol, son sol et son ciel. C'est ainsi que, mine de rien, le Québec deviendra le meilleur endroit au monde pour l'industrie minière. On ne peut pas être hors la loi quand on est soi-même la loi. On entend souvent les gens se plaindre qu'il fait trop froid ou bien trop chaud. Mais moi, vous m'entendrez pas plaindre, pourvu qu'il fasse toujours beau. Ceux qui ne trouveront pas de job à la mine iront passer la crise aux portes de la concession minière et constitueront la ville de Rouyn. Les producteurs d'or, eux, ne connaîtront pas la crise. Quand la monnaie se dévalue, ceux qui en ont beaucoup la transforment en lingots d'or. Encore comme ça aujourd'hui. Durant la crise économique, le Congrès américain décrète une majoration de 40 % du prix de l'once d'or pour augmenter la valeur de ses réserves. Ce sera du pur profit pour les mines de Timmins, déjà très rentables, qui maintenant roulent sur l'or jour et nuit. Même qu'il en restera pour les pauvres de la ville, à qui on prépare un panier de victuailles chapeauté par un cadeau un peu ambigu, une dinde. Beaucoup de dinde pour beaucoup de pauvres. Ces cabanes abritent des veuves et des orphelins de mineurs. Ils ne sortiront pas montrer leur misère à la caméra. Depuis 1920, les patrons des compagnies minières se réunissent au sein de l'Ontario Mining Association, où on y discute entre autres des salaires à accorder aux mineurs et de leurs conditions de travail. Toutefois, les associations des mineurs, elles, ne sont toujours pas reconnues. Elles échoueront encore lourdement lors des grèves à Noranda et à Curtin Lake. Mais chose certaine, les travailleurs ne se contenteront plus de dingues de Noël. Ils se rassemblent maintenant de plus en plus ouvertement dans les rues, comme ici à Timmins au début des années 30, pour manifester au jour du 1er mai, fête des travailleurs. Ils sont encore en émoi pour ce drame survenu il n'y a pas si longtemps, alors qu'un feu s'était déclaré au fond de la mine Hollinger. Aucune équipe de secours ne veillait dans aucune mine en Ontario.
On appela la rescue team la plus proche qui arriva 22 heures plus tard en provenance de Pennsylvanie. 39 hommes étaient déjà morts, asphyxiés. On enterra les mineurs dans une fosse commune. Les mineurs se cotisèrent pour ériger ce monument commémoratif. Ils témoignent aussi de leur solidarité naissante, qui devra attendre encore 15 ans pour se concrétiser dans un véritable syndicat. To supply the increasing demands, it has been necessary to open several additional mines. And this district is now recognized as the greatest source of nickel in the world. Le monde minier est maintenant prêt pour le grand réarmement. Et l'armée allemande est toujours bonne cliente. On verra dans cet ancien cratère de météorites que constitue le bassin de Sudbury la prolifération d'un paquet de mines de nickel. Un nouveau groupe financier, Falconbridge, met en exploitation juste à côté d'Inco une série de gisements que Thomas Edison, l'inventeur de la chaise électrique, avait déjà prospectés sans rien trouver. Il avait pas assez de lumière, faut croire. Ce monopole géographique du nickel inquiète les États-Unis. Le cas échéant, ils ont en poche un plan d'invasion pour s'emparer de la ville de Sudbury et ses gisements à partir du Minnesota. L'importance de la ville est marquée par la visite royale du roi Bègue George VI le 3 juin 1939. Les mineurs s'inquiètent de voir sa reine descendre dans le puits, la présence d'une femme sous terre devant porter malheur. Ils avaient raison. 3 mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Catch the cage down, boys, before the sun starts to shine. 3 rings of the bell will get you the bottom of the mine. Walk down the drift past the roar of the fans for another day drilling, getting ready to blast. 'Cause we are soldiers in the war underground, and we fight every day for nickel, copper, and gold. We are soldiers in the war down below, and the dust and the diesel is our greatest foe. We are soldiers in the war down below. We fight every day for copper and gold. It's just smoky, dusty, dark. Everywhere where your light isn't, it's dark, and open holes. You're always watching for open holes. You're walking around there looking at the cracks above your head, wondering if they're going to fall on you. And sometimes chunks fall, and you hear grinding, groaning in the ore body moving. It's a scary place. You go in there, it's 40, 45 Celsius in the mine sometimes. And you got to work, bull work. On s'attaque aux meilleurs gisements. 7 jours par semaine, un dimanche off sur 2. Les hommes de Sudbury fourniront 95% de la demande alliée et sortiront autant de nickel pendant la guerre que durant les 55 premières années de son histoire. Durant l'année 1942, 4000 hommes ont été engagés dans les mines de Sudbury et 4000 autres ont lâché le job malgré des salaires maintenant les meilleurs au pays. Épuisés. Mais la
plus belle bataille gagnée par les travailleurs de Sudbury fut sans doute l'accréditation de leur syndicat de gauche, le Mine Mill and Smelter Workers Union, en 1944, après 60 ans de lutte. Le fait que la Russie de Staline combatte auprès des Alliés a permis aux syndicats d'allégeance communiste d'être davantage tolérés en Amérique. C'est donc avec du nickel de syndiqués qu'on plaquera les forteresses volantes qui largueront leurs bombes incendiaires sur la population civile allemande de Dresden et la bombe atomique sur Hiroshima. Ça met fin à la guerre, mais non aux morts dans les mines. La même année, à la mine Paymaster de Timmins, un câble de cage se brise. 16 hommes sont précipités dans une chute de 500 mètres pour y rencontrer la mort. Le câble était rouillé de l'intérieur. Aucune responsabilité ne fut attribuée à qui que ce soit. The aircraft industry, who require nickel-containing alloys having great strength as well as high resistance to fatigue or shock, or which will resist the high temperature. La guerre aura été une bonne affaire pour les minières. La reconstruction de l'Europe aussi. En plus, le nickel entre maintenant dans la fabrication de toute la quincaillerie quotidienne. Du tout bon pour Inco, qui fixe toujours le prix du nickel mondial. Nos compagnies minières s'enrichissent, mais leur surplus d'argent ne sera pas partagé. Les dirigeants chercheront à l'investir dans des pays aux lois minières encore moins contraignantes, avec un petit faible pour les pays sans démocratie. Noranda au Chili, Inco en Indonésie et Falconbridge en République dominicaine, où on lui accorde une exemption de taxes perpétuelle. Nos gouvernements ne réclameront presque rien de cette richesse galopante. Ils encourageront plutôt la formation d'un univers parallèle privé qui aura comme capitale mondiale Toronto. 60% des compagnies minières du monde sont inscrites à sa bourse. C'est dans cette ville que les prédateurs de ressources naturelles se vendent, s'achètent, se mangent, se fusionnent. Stock Exchange. Chaque année, le monde minier y célèbre son extravagante prospérité. Vers la fin des années 60, un mouvement de protestation se dessine pour tenter d'éroder l'impunité minière que les gouvernements alimentent. Les premiers concernés feront les premiers pas. Les syndicats miniers de Sudbury découvrent que la moitié de leurs hommes meurent plus jeunes que la moyenne nationale. Le tiers de la ville aussi meurt plus jeune. La question de la santé humaine constituera l'enjeu principal d'une grève menée conjointement par les travailleurs de Falconbridge et ceux de l'Inco. In 1969, there was 18,000. 18,000 on strike for Local 6500. It was the biggest local in North America at that time. Nobody moved in or out. The police they brought 5 detachments of police with dogs and the works in, and they were supposed to open the picket lines. They didn't move on them. It wasn't about money. It was about being treated like a human being in the workplace and about protecting your life and your health. They were all high on lung cancer. And we finally proved that the lung cancers were related to the silica dust, probably, but in the gold mines, like all of mining, it's not only that, it's silica dust, it's cadmium, arsenic. There were so many carcinogens, we didn't know which one was causing it. And we finally won it. Now we've progressed, of course. We've got union-appointed safety inspectors in all the departments, and things have changed, but I tell you, that's only in recent years and only because of the union. In the gold mines alone, we compensated $500 million went to widows. $500 million that was rightly theirs, which would have denied them, and we had to fight and fight and fight and get them. In most cases, they didn't go to the victim. It went to the survivors. So if you say my figure of 10 times that,
there's probably 20,000 died of occupational diseases, really. 20 000 morts, comme dans une guerre. Durs envers leurs employés, les minières le sont tout autant à l'égard des collectivités vivant sur leurs concessions. En 1968, il n'y a toujours pas de système d'égout, ni aqueduc, ni même de trottoir dans les petites villes autour de Sudbury. Parcimonieuses envers la société civile, elles le sont tout autant envers l'État. En 1973, alors que l'INCO doit 300 millions de dollars en impôts au gouvernement, elle verse à ses actionnaires 300 millions de dollars. Le paiement de ces impôts étant systématiquement reporté d'année en année. L'opposition politique les surnomme maintenant « corporate bums ». Et ce n'est finalement qu'au milieu des années 70 que l'INCO paiera pour la première fois des taxes municipales à Sudbury. Et encore, seulement sur la valeur des bâtiments sur son terrain. Toujours comme ça aujourd'hui dans toutes les villes minières. We have an act called an Aggregates Act in the province of Ontario. You have to pay the city in which you're operating, Sudbury, you have to pay us 7 cents for every ton of gravel that you scrape off your property to sell to contractors. Okay? But I don't get 1 penny from any of the minerals that are taken out of the ground here and processed and sent abroad. I don't get 1 penny. The only thing the municipality gets from the mine is they can tax the buildings. But how many buildings are there in a mine? In Holland, your mine had 700 miles of tunnels and some buildings. So the wealth goes south. And then the communities are left in a situation, they have to pay for the infrastructure when the trucks go up and down the roads with the ore. That's the responsibility of the municipality. And then when the mine shuts down, the community has to go and beg Queen's Park, beg Ottawa for help. So what does the mayor do in the absence of that? Well, the mayor puts on his sackcloth, he puts his ashes on his head, he takes his tin cup, and I go begging to the mining companies for money. Please, sir, would you give us some money to help build a water plant? Please, sir, will you give some money to help build a track? So I beg. That's what I do. So I have developed a new skill. It's called begging. Le laxisme tenace du gouvernement a aussi permis à des corporations étrangères de mettre la main sur d'énormes compagnies minières canadiennes. À l'automne 2006, une Brésilienne, Vale, se saisit d'INCO. Ce même automne, Xstrata, une Suisse allemande, prend le contrôle de Falconbridge. Les deux compagnies canadiennes auraient pourtant pu se fusionner et former un complexe minier mondial majeur. Falconbridge and Inco were international mining giants. Their reputation, they invested in the region. They weren't sweethearts. They were tough guys, but they were international players, and they were allowed to be taken over by Xstrata, as the corporate raider, and Vale with no commitments at all to the region. And so now we've lost our ability as a country to have big international players, and we see what Xstrata and Vale, they took the resources, the greatest base metal resources in North America, and they're putting nothing back. It's you talk to anybody, not just Northerners, not just miners. You talk to corporate executives in Toronto, and they'll say what happened here was a crime. Ils ont cherché à se fusionner. Mais tu as des offres, ce qu'ils appellent des offres publiques d'achat hostiles. Les actionnaires, à un moment donné, quand tu te fais donner une plus-value de 35-40 %, la fierté canadienne, là, elle prend le bord, puis que la fierté québécoise prendrait le bord. Peu importe la fierté. On est vraiment dans des opérations boursières où les multinationales, 3-4 géants miniers, vont contrôler la planète minière. Au train où ça va. En 2009, la compagnie brésilienne Vale provoque la grève à Sudbury
en exigeant de ses travailleurs une révision radicale de la convention collective. Une première depuis 60 ans. La compagnie conteste maintenant la participation des travailleurs aux bénéfices et impose un appauvrissement du régime de retraite pour les nouveaux travailleurs. Tout cela constituait jusqu'ici des acquis. You know, mining's been in our blood for many, many years, yes. I'm the last generation alive. My great-grandfather, my grandfather, and my father have all been fighting for what we have today, our way of life today. And we're still fighting. And it's sad to see that we are still fighting for things that were fought for back in the 30s, 40s, 50s, 60s, and on. What's at stake is the history of our fathers, of our grandparents, the people who worked in the mines, who gave up their lives. You know, some 700 fatalities at Inco in their 100-year history. Those people gave up their lives, they gave up everything to put on the table what we have today. We'll never give it up. Une dizaine d'années auparavant, le gouvernement conservateur ontarien de Mike Harris avait légalisé l'emploi de briseurs de grève, des scabs. How long have you been here? Me, 39 years. On the picket line? Hey, it feels like it. Feels like it. No, we're on a 12-hour shift. July 13th last year. Yeah. Okay. That's when we went on strike. July 13th, that means 10 months. 10 months. Going on 11. 10 months and change. 11 months. Okay. Yeah. What does he want? She wants to reinforce that there are only 8 allowed on the line and telling you that these guys here are not picketing. No, they're doing Maintenant, sur la ligne de piquetage, les grévistes n'ont plus le droit d'être plus que 8 à la fois. La présence de notre équipe de tournage pose problème. So they're saying because of your 4 people in your crew, it's too much for our picket line. Yes, but we are not miners. That's correct. Toutefois, les piqueteurs peuvent empêcher les véhicules de scab d'entrer sur le terrain de l'usine, mais pas plus que pour 8 minutes. En somme, un simulacre de ligne de piquetage. Le rapport de force est détruit. C'est très difficile à être civil avec quelqu'un qui vient prendre ta job. Toi, tu vois, ta famille t'apprend à crever de faim, puis lui, il vient prendre ta job avec un gros sourire sur sa face. Le gouvernement, il vient pas nous aider. Puis quand le gouvernement vient pas t'aider, ça encourage la compagnie à en rentrer d'autres, puis d'en rentrer d'autres, puis d'en rentrer d'autres. Me dire, on est rien que des hommes qui veulent aller travailler. On dirait, pour nous autres, ça semble pas si compliqué. On est des bons gars qui veulent travailler, on est qualifiés sur nos jobs. Je pense que le Canada, on est les meilleurs mineurs qu'il n'y a pas. Ils ne sont plus 18 000 comme en 1969, mais 3 000. Les choses ont changé. Les machines ont remplacé les hommes. Les travailleurs d'Inco ne constituent plus que 5 % des employés de Sudbury. Et c'est dans l'indifférence générale qu'une compagnie brésilienne viendra déchirer une convention collective. Avant le déclenchement du conflit, le nickel se transigeait à 50 000 $ la tonne. Puis, tout au long de la grève, le prix s'est mis à chuter jusqu'à 5 000 $ la tonne. En fait, la grève faisait plutôt l'affaire de la compagnie. Et quand les prix ont remonté, la compagnie retournait à la table de négociation. En 50 ans, le volume de minerais bruts exportés du Canada a quintuplé. Le volume de minerais transformés, quant à lui, est resté le même. Donc, on vend de plus en plus de minerais non transformés. We create the resources, we have the expertise, and they make money doing it. But they just want to make more money in China. My argument is these resources, at the end of the day, belong to the people of Ontario, they belong to the people of Canada, and we have a right to benefit from them. And if Xstrata doesn't want to play as a good corporate citizen, then I don't think they should be here. But, you know, why aren't we producing in Quebec for the people of Quebec products from nickel or copper or gold or hospital supplies? We could produce all kinds of stuff for the people and make money for the company.
No, we take and send it all to the States, and then we buy it back at twice the value or 3 times the value it was when we sold it as a raw material. Stupid. We've never grown up. Xstrata still sends its nickel over to Kristiansand in Norway to be refined. Okay, precious metals from Inco goes to Clydach in Wales to be refined. Okay, so with public ownership, the accountability, the political accountability for demanding that our resources be taken from the ground to the final stage right in our community. That was one of the advantages I saw for public ownership, to determine the path on which our resources would be used for the benefit of Canadians. That's the goal. Les mines qui étaient la crème sur le gâteau, visibles, là, les plus faciles, tout ça, ça a été nettoyé. Ou en tout cas, ça achève. On ne peut pas demander aux corporations minières, qui sont des entreprises privées dont les bureaux chefs ne sont même pas chez nous, dans les 9/10 des cas, de se préoccuper de la population québécoise. Ce n'était pas leur problème. Leur problème, c'était de faire de l'argent le plus possible parce qu'on leur avait concédé nos richesses minières. Ils les ont siphonnées de leur mieux. Le gouvernement du Québec est propriétaire de la ressource minière. C'est notre fiduciaire, c'est notre gérant, c'est notre courtier. Lui, il peut intervenir. Et c'est souvent le drame des États, c'est création d'emplois, développement à court terme, prédomine par rapport à développement durable, contrôlé, encadré, une vision, des retombées économiques dans le milieu, acceptabilité sociale, c'est nouveau. Et c'est pas le gouvernement qui amène ça, c'est parce qu'il se fait pousser dans le derrière. With private ownership in this country comes all the privileges of private ownership. They can do what the fuck they want whenever they want to do it. Parce que nous, on récupère les dégâts environnementaux, les passifs, les cicatrices, les trous. On récupère les infrastructures qui sont abîmées dans les villes puis qu'il faut payer comme citoyen. Puis la vraie question est sous quel angle on va les prendre. Puis qu'on parle de mines ici, qu'on parle de gaz de schiste, qu'on parle de forêt, on est toujours dans le même modèle de développement où on prend la ressource, puis nous autres, on récupère des miettes. Puis ces miettes-là, ils couvrent même pas le coût de restauration des sites qui ont été saccagés. Jusqu'en 1979, la loi empêchait quiconque de poursuivre l'Inco pour dommages environnementaux. I did the calculations, the amount of profit that Inco made, and the amount of ecological damage that they caused. And when I calculated the two, all we owed them was $2.75 and bus fare to get the hell out of town. Est-ce que c'est considérable, l'impact de l'histoire minière sur le territoire? Moi, en fait, notre intervention là, au ministère, c'est vraiment au niveau de chaque projet minier, d'arriver à regarder, bon, est-ce que c'est un projet d'ampleur? Quand c'est un projet d'ampleur, là, c'est assujetti à toute la procédure d'étude d'impact. Donc, ça, c'est les projets majeurs. Les projets de moindre envergure, c'est des projets qui vont être assujettis quand même à des autorisations environnementales. On demande une étude de répercussions environnementales, on demande comment ils vont faire, les plans et devis, on évalue l'ensemble des travaux qu'ils vont faire. C'était la responsable de l'environnement au paradis des mines, qui nous parlait de l'impact de l'industrie minière sur le territoire. En fait, sa job consiste surtout à émettre des permis de polluer, comme pour cette usine que nous survolons. La dernière fonderie de cuivre au Canada, la fonderie Horn de l'ancienne compagnie Noranda, aujourd'hui Xstrata. Environnementalement parlant, désuète. 25 millions de tonnes de boucane soufreuse s'est échappé de ces cheminées.
historiquement un des plus gros pollueurs en Amérique. On ne trouve plus de cuivre au Québec. Alors on a transformé cette fonderie en un incinérateur polyvalent capable de soutirer tout métal précieux provenant de dépotoirs, même américains. Heavy metal à souhait. Rwanda, tabarnak! À la fin des années 80, nos gouvernements ont offert à la compagnie une usine d'acide sulfurique pour récupérer le soufre qui s'échappe par les cheminées. Tout ça près des maisons. Dans le quartier Notre-Dame, à tous les semaines, il y a la sirène qui est toujours comme une pratique, si on veut, là, les alertes qui sont données. Il y a eu, je pense à date, 5-6 déraillements de wagons. Pour faire de l'acide sulfurique, on produit aussi du trioxyde de soufre, du gaz mortel. Faudrait pas qu'un accident survienne un soir d'été sans vent. Le cas échéant, la seule recommandation donnée à la population, c'est de rentrer dans leur maison, de calfeutrer les ouvertures et de regarder la télévision. J'ai de la misère à imaginer, tu sais, pouf, puis rester dans ta maison, l'air va revenir quand même de l'extérieur. Ouais, ben c'est sûr que ça protège momentanément parce que puis on le voit très bien aussi là. Par exemple, dans tous les dosages de plomb dans les poussières qui ont été faits, etc. On se rend compte que de plomb ou d'arsenic on se rend compte que il y en a beaucoup moins dans les maisons parce que l'air circule pas comme dehors. Tu sais, il y a pas de vent dans les maisons, il y a pas de Parce qu'il y a plus que de la boucane. La population du quartier est soumise à une pluie permanente de contamination par métaux lourds. 23 600 kilos d'arsenic par année, 60 000 tonnes de plomb, 10 tonnes d'acide sulfurique, en plus des dioxines et des furanes. On sait ce qui s'est passé il y a plusieurs années. La Noranda a été obligée de décontaminer tous les terrains parce qu'il y avait une présence anormale de plomb dans le sang des enfants puis des citoyens. Il est certain, pour avoir parlé aux gens d'Extrata, que si ça serait à refaire, il n'y aura pas de maison près de la mine. As-tu passé une belle journée à la garderie? Oui. Ah ouais? Le quartier ici, il est comme hot au point de vue de l'environnement. Ah ouais, tout le temps. Ça n'arrête pas. Cet été, j'ai recreusé le salage à mes parents. Là. On a défait le vieux salage, puis on a tout recreusé ça pour en faire un œuf. La 3 pieds en dessous de la terre, là, il y avait à peu près 1,5 pied. Là. C'était jaune-orange, puis ça sentait rien que le souffle. Là. C'était écœurant. La fin de semaine, il n'y a pas grand monde, ça. Tu peux pas mal tout le monde, ça chauffe. C'est une raison pour ça? Oui. Non, ils sont rares, ceux qui parlent, par exemple, ceux qui veulent parler. Ouais, parce que tout le monde passe le temps à les donner leur nom là, puis ils espèrent toujours d'avoir une job là à 30$ de l'heure, puis tout ça. Ah, OK. C'est pour ça que le monde... Le monde, il parle pas, ils disent rien. Puis... Par 2 fois au cours des 20 dernières années, la compagnie a fait enlever le sol du quartier, arracher les gazons et remplacer la garnotte dans les ruelles. C'est les enfants qui sont affectés. Les adultes ne sont pas affectés. Parce que les adultes, ils mangent pas de la terre. Mais les enfants, ils mangent de la terre. Ils jouent dehors avec le petit camion, le petit pelle, etc. Ils se mettent des cailloux dans la bouche. Ils ont les mains toutes sales, ils se mettent les doigts dans la bouche. Et c'est la principale, et de loin, la principale source d'exposition des enfants au plomb. C'est évident que si demain matin, tu fermes une usine où il y a 500 emplois,
ça a des impacts économiques, des impacts sur le chômage, des impacts sur... qui eux-mêmes vont avoir des impacts sur la santé. Le risque des effets économiques peut être plus grand pour la santé publique là, que de l'exposition à l'arsenic à ces niveaux-là. Puis je le place toujours dans la perspective de santé publique. Il y a beaucoup de logements qui n'est pas trop cher là. On a estimé que ça prendrait peut-être 70 ans pour avoir un cas de cancer du poumon de plus dans le quartier Notre-Dame. Puis la durée moyenne de séjour dans le quartier de Notre-Dame, c'est à peu près 15 ans. Donc, honnêtement, on n'a pas la capacité de faire de démonstration de ce côté-là. Au Québec, les normes de contamination n'ont pas été revisées depuis 30 ans. On ne sait pas si les gens du quartier Notre-Dame sont plus exposés aux maladies qu'ailleurs. Il n'y a plus d'études qui se font. Quand on cherche pas, on trouve rien. Des centaines de mines dans l'histoire ont laissé autant de cadeaux empoisonnés. Des sites de résidus miniers. Ce sont souvent des sites orphelins dont on ne retrouve plus les propriétaires disparus dans leurs dividendes. Une compagnie peut facilement faire faillite, mais pas l'éternité. Nous en sommes donc devenus responsables pour toujours. En concentrant les métaux qu'on désire, on concentre aussi des matières dangereuses. Ces parcs ne seraient pas tolérés dans des zones densément peuplées, alors qu'ici, entre Rouen et Val-d'Or, il semble qu'on se soit fait à l'idée d'héberger une des plus importantes poubelles chimiques d'Amérique du Nord, et drette à la ligne du partage des eaux. On est en territoire minier, on fait des mines. Oui, c'est tout à nous autres, c'est tout notre héritage. On devait être sur le lac. On voit que c'est tout du tailing, c'est tout du résidu minier qui a été jeté à l'époque. Ce qu'ils faisaient comme méthode, c'est qu'on agrandissait le tuyau dans le lac. Fait que tout le tailing s'en va dans le lac de Montigny. Puis toutes les mines qui alentour ont toutes fait la même chose. On jetait le tailing directement dans le lac. OK, on remplissait le lac des résidus miniers. C'est ça. C'est quoi ça? Pour moi, c'est juste un tuyau, mais là, ce qui sort là-dedans, ça a l'air d'être de l'eau qui vient en dessous, qui doit venir, là, je sais pas où. Rouillé de même, là, ça indique qu'il y a quelque chose qui... Il y a une pancarte, c'est... Ne buvez pas, c'était écrit dessus. Ouais. Ne touchez pas cette pancarte. À l'époque, on prenait aussi des méthodes des fois avec du mercure pour retirer l'or. Fait que le mercure est tout dans le fond. Quand tu vas jouer dans le fond de ce lac-là avec les bateaux de plaisance puis tout ça, probablement qu'ils remettent en suspension du mercure. Puis on sait que le mercure, c'est hyper toxique. Okay. Puis il y a encore des gens qui viennent se baigner dans ces sources que les autres pensent que c'est une plage. Un siècle d'exploitation minière, un peu moins d'un siècle, a laissé à peu près... les versions varient, là, mettons de 150 à 400 parcs à résidus miniers un peu partout sur le territoire. De ces parcs-là, il y en a la moitié qui génèrent de l'acide, c'est-à-dire que des bactéries à l'intérieur des déchets décomposent les sulfures, ça crée de l'acidité. Ça s'en va dans les cours d'eau, nappes phréatiques, les ruisseaux, ça finit dans les lacs, les rivières, ça se rend jusque dans l'Outaouais quand ça part de Rouen, puis ça passe devant Montréal, pour te dire à quel point ça peut aller loin. Ça, c'est pour les éléments les plus légers, comme par exemple l'arsenic ou le cyanure. Les métaux plus lourds s'en vont dans le fond des lacs, dans le fond des rivières, et là, la contamination est permanente. Mais dans le fond, une mine, c'est éternel, ça? Ben en fait, ce qui reste, c'est éternel. Les résultats de l'exploitation, ils vont rester en surface. C'est éternel, c'est une façon de parler, parce qu'à un moment donné, en 10 000 ans, tu peux avoir un autre ère glaciaire, puis là, tu vas raboter tout ça. L'éternité est limitée, mais à l'échelle géologique, c'est pas éternel. À l'échelle humaine, on peut considérer ça peut-être éternel. Là, mais restons humains, là. À notre échelle, oui, ça peut avoir donné cette impression-là. Ça veut dire qu'il va toujours falloir s'occuper de ça. Ben oui et non, parce que si on fait le suivi pendant 10 ans, 15 ans, et on s'aperçoit qu'il n'y en a absolument pas de problème, à ce moment-là, on peut considérer que qu'il n'y en aura jamais. Qu'il n'y en aura pas. Ben, vous savez, entre vous et moi, il faut être là pour le savoir au moment. Hein, ça fait que... S'il arrive, mettons, des déluges comme au Saguenay en 1998, là, il y a eu...
C'est une bonne question. Est-ce qu'il y aurait probablement eu des problèmes dans certains cas, dans des vieux parcs comme ça, où les digues sont plus ou moins bien entretenues, il aurait pu céder? Je pense que l'image que toi, Richard, t'as dans la tête, c'est une vieille image. Je pense que les mines modernes ont changé. J'aimerais pouvoir changer ton image dans ta tête à toi des mines. Ben là... Parce que c'est sûr qu'on peut regarder en arrière. On peut complètement changé depuis ben, hier. Mais on peut regarder en arrière, mais je pense qu'il faut regarder en avant. Puis les minières modernes font des belles choses en environnement, ils sont responsables. Puis je pense qu'il faut arrêter de ramener cette image-là du passé. Elle est là, puis on va la réparer autant que possible avec des efforts comme le nôtre à Manitou Goldex. Nous avons eu droit à une visite industrielle de la mine Courtoisie de la direction. Effectivement, ça a l'air d'une mine modèle, plus sécuritaire en tout cas. Ça reste quand même le métier le plus dangereux. C'est un travail dur. Maintenant, c'est de plus en plus facile. Si on compare au système de minage qu'il y avait là, 40 ou 50 ans, c'est beaucoup. En ce temps, on est tous mécanisés. Fait que le travail physiquement, c'est beaucoup moins dur. « 213 employés non syndiqués. Aujourd'hui, il y a même des mines sans employés. Tout est fait en sous-traitance, une tendance lourde dans les nouvelles mines. Ça peut... Qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'à un moment donné, il y en a trop d'un coup sec ou il y a un blocage, quelque part, des blocages. Depuis 50 ans, il y a 10 fois moins de travailleurs pour traiter la même quantité de minerais. La mécanisation, la technologie, l'informatisation font maintenant la job. Or, pour la région, les salaires distribués sur place, c'est à peu près la seule ristourne collective. Maintenant, parlons business. Cette petite mine enregistre un chiffre d'affaires de 750 000 $ par jour. Ici, l'once d'or rapporte 4 fois ce qu'elle coûte à produire. Tout du bonbon. C'est sûr qu'on prend notre place et on occupe un créneau économique important, mais en même temps, on participe à nos communautés. Puis ça vaut la peine d'être dit. Peut-être qu'on ne le dit pas assez. On est discret. Bon, bien. On va vous aider. OK? Merci beaucoup. La discrétion atteint en effet des niveaux insoupçonnés. Pendant les 10 dernières années, la compagnie propriétaire de la mine Goldex a payé 5 % d'impôts sur ses profits. C'est 5-6 fois moins que la moyenne des industries canadiennes. En ce qui a trait aux redevances qu'on en retire, parce que ce sont quand même des gisements publics non renouvelables, la majorité des compagnies minières opérant au Québec n'ont payé aucune redevance entre 2002 et 2008, malgré une création de richesse de 17 milliards de dollars. C'est le vérificateur général du Québec qui le dit. En réalité, les dépenses que le gouvernement consacre au secteur minier augmentent tout le temps. Les bénéfices qu'il en retire diminuent tout le temps. L'industrie minière est une grande participante au développement des communautés la plupart du temps où elle s'implante. Il y a beaucoup de communautés qui ont été développées, qui ont été améliorées avec l'industrie minière. Ça, on le voit un peu partout dans les villes minières. Mais il arrive que l'industrie fasse de bons coups, comme ici. La mine Goldex a allongé un tuyau sur 20 km pour répandre son produit liquide de concassage sur un parc à résidus miniers très problématique. Donc, en partenariat avec la compagnie minière, nous, on fournit un site dégradé. Eux nous fournissent le matériel pour corriger les erreurs du passé. Puis ce matériel-là, c'est quoi? Ça, en fait, c'est seulement de la roche broyée avec de l'eau. Il y a 50 % de roche broyée, 50 % d'eau qui sort du pas tuyau. Toxique. Absolument pas toxique, non. Puis en versant ça sur le site de dépôt minier toxique, oui, ça fait quoi? Eau, air, sulfure, tu produis de l'acide. Là, si on enlève l'air en mettant des résidus pour empêcher la... OK, l'air touche plus à... L'air touche plus aux résidus, comme tu dis, justement. On peut
stopper le phénomène. Est-ce que votre ministère est déterminé à régler les problèmes des sites à résidus miniers, les quarantaines? Oui. Le ministère s'est engagé pour, d'ici 2017, complètement restaurer tous les sites qu'on dit abandonnés au Québec. 2017, on devrait les avoir tout finis au complet. En fait, ce projet n'a pratiquement rien coûté à la compagnie. Il lui fallait quand même du terrain pour déposer son résidu. À nous, ça nous a coûté 35 millions. Et nous devrons débourser encore plusieurs milliards pour restaurer tous ces sites. C'est une lubie. Les compagnies en parlent depuis 40 ans. Le gouvernement en parle, et beaucoup ces temps-ci. Ils auraient 7 projets en route. Sauf que le problème, c'est qu'au Québec, et je pense partout ailleurs dans le monde, là où ils sont aux prises avec le même genre de résidus, il n'y a pas d'exemple de parc à résidus acidogène qui a été restauré, réhabilité de façon scientifiquement prouvée. C'est-à-dire là que ça prend 20 ans après pour voir ce qui se passe. La partie colorée de la carte correspond au territoire québécois sous emprise minière, sous claim. 255 000 claims. La partie la plus habitée de l'Abitibi est sous claim. Même le cœur des villes est exposé à se faire exploser. C'est étrange comme concept, puis bizarre en même temps, et anachronique aussi, parce que si vous regardez l'ensemble des titres émis par un gouvernement, que ce soit le gouvernement du Québec ou autre, c'est le seul titre qui s'acquiert de cette façon-là, de façon unilatérale, de par la seule volonté de l'individu ou de la compagnie. Si vous voulez avoir un lot pour faire une villégiature, vous allez demander, avoir un bail, vous allez demander des terrains agricoles, vous pouvez les acheter du gouvernement, obtenir des lettres patentes. Si vous voulez avoir une pourvoirie, vous demandez. Puis il y a des normes, des règles. Un permis de forestier, bien, vous le demandez. Ainsi de suite. Mais pas pour les claims. Les claims, le gouvernement ne fait rien. Il n'a rien à dire. Ce que les gens n'aiment pas, c'est cette préséance presque absolue des droits du détenteur de claim par rapport aux autres utilisations du territoire. Pensez aux aires protégées. En pratique, ce que vous voyez, les aires protégées font le tour des claims. Alors, c'est facile à créer des aires protégées là où il n'y a pas de claim. À peine 6 % du territoire naturel de l'Abitibi est sous protection. Nous sommes dans la forêt Piché-le-Moine, en plein domaine minier entre Val-d'Or et Malartic. Cet endroit a été sélectionné par le gouvernement pour en faire une aire protégée. Mais le fait qu'il soit revendiqué par les minières empêche la réalisation du projet. Bien, la rivière Piché, ce qu'il y a de particulier, à mon point de vue, c'est que c'est des immenses marais. Donc, c'est une halte migratoire pour les canards, les outardes. C'est aussi un lieu de nidification au-dessus d'une centaine d'espèces. 125 espèces ont été recensées ici. Ça fait que c'est un lieu assez particulier parce qu'il y a beaucoup de biodiversité. De plus, à quelques kilomètres de là, un immense chantier minier est en cours. Le projet Osisko. Fait que là, à tous les printemps, il va y avoir un gros coup d'eau parce que c'est des quantités énormes d'eau qui va avoir d'accumuler, qui va se déverser. En théorie, ça ne devrait pas être toxique, mais ça, c'est en théorie. En général, ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, quand il y a ces déversements-là, surtout, ça va donner un grand coup d'eau. Puis le ruisseau Raymond a été contaminé par les anciennes mines durant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, tout le sédiment contaminé de métaux lourds risque d'être remis en suspension et s'en venir ici dans la rivière Piché. C'est probablement le scénario qui va se produire, puis là, on va dire que c'est un accident. Malartic, petite ville située pas très loin de Val-d'Or, qui a vu 7 mines ouvrir et fermer durant sa courte histoire. Malgré toute la richesse créée ici, elle est quand même devenue la ville la plus pauvre de la région, perdant la moitié de sa population. Même le Tim Horton de l'endroit a dû fermer. Dans ces circonstances, n'importe quel type de projet offrant 400-500 jobs sera inconditionnellement bienvenu. La parade est présidée par M. Corbeil. Quand il n'est pas ministre, il travaille pour les minières. Un genre d'entremetteur efficace pour faciliter des projets délicats comme celui-ci, vider un quartier de son monde pour le bénéfice d'une compagnie privée. Les maisons qui sont placardées, là, ils vont être détruits, eux autres. Là.
Ah, c'est celle qu'on voit des plywood, là? Oui. C'est détruit. Ça va être détruit, ça, carrément. OK, ils ont acheté une maison. Oui. Le trou va être ici. Oui, on est en plein dans le trou ici. Mais c'est quoi le projet minier? Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'ils entendent faire ici, là? Le projet minier d'Osisco? Oui. Ouais, eux autres, ils disent qu'ici, là, sous terre, c'est encore très riche, mais c'est un minerai à basse teneur d'or. Fait qu'ils ont décidé, donc, qu'ils vont opérer quand même, mais basse teneur, là, attendez-vous pas, ils vont en déplacer de l'air, là. Ils sont supposés usiner 55 000 tonnes de minerais par jour. Le moulin de la Hisse-Malartic, qui était considéré dans le temps comme un gros moulin, là, il passait 2000 tonnes par jour. Ici, ils vont passer 55 000 tonnes par jour. Ils vont utiliser 11 tonnes de cyanure par jour. Ils vont prendre 25 millions de litres d'eau par jour. Ça vous fait un peu prendre conscience de l'ampleur du projet. Mais le 55 000 tonnes par jour, là, il est pris dans 155 000 tonnes de minerais. Autrement dit, il y a bien du minerai stérile. Bien, pour avoir le 55 000 tonnes, ils vont casser 150 000 tonnes par jour pendant 10 ans de temps. Fait qu'imaginez-vous le trou que ça va faire ici. Comment gros qui va être le trou? Ah, mon Dieu, il y a au moins presque 2 km de long par à peu près 1500 mètres de large. Ça va être un énorme trou. La tour Eiffel, elle va faire direct dans le trou, puis tu verras pas le top. Le projet est si gros que le gouvernement se sent obligé de tenir des audiences publiques pour déterminer si la destruction d'un quartier complet peut affecter l'environnement. Mais en même temps que se tiennent les audiences, on continue à déplacer les maisons. Déjà 200 millions de dollars ont été dépensés par la compagnie Osisco. À cette étape, le gouvernement n'a pas encore autorisé l'exploitation de la mine. On ne sait pas encore en quelles circonstances la compagnie a pu obtenir la bénédiction de l'État. Ces gens-là, ils sont pas plus contents, mais ils sont obligés de se tasser pour X raisons. Là, je pense que si on prend le bien de la collectivité au complet, c'était mieux qu'ils s'en aillent. Parce que dans notre bad luck, il ne faut pas oublier une affaire, on est chanceux dans notre bad luck. Dans le sens que l'or est en dessous des maisons. Fait que la minière se trouve comme obligée de payer tout ça. Ça y coûte des millions, puis pour te dire des centaines de millions pour ça. Mais si l'or serait 1 kilomètre plus loin, on aurait zéro ben de bord. On aurait eu zéro de la minière, on aurait eu zéro de subventions, on aurait eu zéro des gouvernements. On aurait encore les vieilles maisons, on aurait encore le vieux quartier, puis on serait encore surendetté. Curieux quand même comment la prospérité d'une ville peut passer par l'anéantissement de l'un de ses quartiers. La loi permet l'expropriation pour des raisons d'utilité publique, comme pour la construction d'un hôpital ou d'une route. Or ici, une compagnie privée, armée d'un pouvoir d'expropriation, a pu acheter ou détruire toutes les maisons du quartier au prix du marché, de gré à gré, évidemment. Tout le monde a accepté, sachant très bien que le gouvernement ne refuse pas de projet minier. Tout le monde, sauf un, Ken Massey, qui de toute évidence ne comprend pas ce nouveau concept d'acceptabilité sociale. Ils ont envoyé des polices chez nous. Ils ont envoyé des polices, puis ils m'ont sorti de force. Ils ont défoncé la porte à coups de pied, puis ils ont essayé de négocier. Moi, je leur ai dit que j'étais dans mes droits de rester chez nous, puis que je faisais pas de trouble, puis que je restais là. Donc, ils m'ont ramassé, ils m'ont élevé, ils m'ont traîné jusqu'à l'auto. Once you have made a discovery and you have a feasibility study that says it would be economic to mine it, then it's pulling together the right people that will handle relations with the people who live in the area, people who know how technically to develop a mine and operate it, and having the financing. But again, people are willing to do that in Quebec because it's, as far as an investment climate, it's a very low-risk area. The government's not going to change the rules. The government is not going to
give you troubles. You do things right, and you'll be able to run a mine. Comme le dit le monsieur, pour les minières, Québec ne change pas les règles du jeu, Québec ne fait pas de troubles, très peu de risques financiers. Mais pour ceux qui devront vivre à côté du trou et qui ont surtout investi dans leur maison... Bien, j'espère que ça dévaluera pas trop. On veut rester ici encore 3-4 ans, nous autres au moins, à l'âge qu'on a. Mais ça prend de l'argent pour aller vivre ailleurs. Tu sais, la vie est plus la même. Il n'y a plus de voisins. Le monde qui est à côté, c'est au Cisco, la maison. Ils logent des gens qui vont travailler pour eux autres. Puis ils se font construire des maisons. Eux autres, ils ne resteront pas là-dedans, là. Hein? Fait que des voisins, on n'en a plus. On est tranquille, OK, mais il y a tranquille puis tranquille, là, un bout à tout, là. En tout cas, ça, c'est évident. Là. On voit quasiment 1 sur 2 qui est à vendre. Oui. C'est parce qu'ils sont pas bien là. Ben, c'est parce qu'ils sont pas bien ou ils ont envie de faire un coup d'argent. Moi, j'ai vu des gens de ce quartier-là, encore hier, une madame, entre autres, qui me disait qu'elle, tout ce qu'elle voulait, là, c'est que la minière, elle paye une femme de ménage 2 fois par année pour faire le ménage dans sa maison. Elle voulait pas s'en aller de là parce que ça fait 50 ans qu'elle reste là puis il n'y a pas question qu'elle s'en aille. Tu sais, je veux dire, la poussière, là, elle s'en va pas là, elle fait le tour, elle passe par-dessus aussi. Il va en avoir, mais probablement qu'il va y avoir moins de neige là durant le reste de l'année que nous autres, juste à cause de l'effet du mur. C'est la nature qui est de même. Moins de neige, à cause de la montagne qu'il y a là, qu'il n'y avait pas avant. Là. Bien sud. Tu sais, oui. Ouais. La neige, ça vient du nord. Ben ça dépend, parce que tu vois, c'est quand le vent est sud qu'ils n'ont pas le droit de blaster. Fait que ça y joue. Ah, OK. Moi, c'est ça qui est ma plus grosse crainte, que mec qui commence à blaster, là, que ça qui est ma peur que ça arrive, ça. Il a blasté hier, c'était hier, quelle heure? 4h15? 4h20, tout ça, ça fait, il dit, mes amis. Fait que c'est quoi, là? On se dit, c'est pas des gros blasts, ça, là. Mais qui blastent, là, de 55 000 tonnes par chiffre, là. C'est des rings, ça, des trous du pouce, c'est supposé, là. Il en rentre de la poudre là-dedans. Lui, c'est un ancien mineur. Ça fait que 40 ans là-dedans. Il sait quoi qu'il parle. Ça va faire boubou. Je m'imagine. Il y en a qui disent, ça va faire boubou, mais boubou, là. Ça va dérouler. Des gros boubouttes. Les mines font souvent miroiter l'aspect de la peur. Bon, mais si ça marche pas ici, on va aller ailleurs. Regarde, il est ici le minerai. Tu pourras pas aller ailleurs. Il est ici le minerai. Si t'en veux, là, c'est ici que tu vas le prendre. Voici nos conditions pour que tu y aies accès. Puis ça, collectivement, on y gagne tous. Puis ils vont faire un petit peu moins d'argent, mais ils vont faire de l'argent pareil. Le fond, pourquoi ils demandent rien? C'est qu'ils ont peur d'épeurer l'industrie minière. Ben, l'industrie minière, elle va te respecter. L'industrie minière, si tu lui demandes quelque chose de logique, elle va te respecter. Dans le moment, elle te regarde comme un colonisé. Elle te demande elle te regarde comme un pas bon. Elle te donne des nananes, puis toi, t'es prêt une nanane. Ça a donné des pinottes sur le territoire, en impôts ou en redevances, mais ça a donné quelques centaines de millions en salaire, ouais. OK, pour une période courte. Puis après, la ressource est partie, ça a généré des profits puis énormes, là, les profits, le vérificateur général, les chiffres, ça a donné des profits ailleurs. Collectivement, on reste avec le trou. Puis le trou dans nos finances publiques aussi. C'est ça que je trouve bien déplorable. On peut pas dire rien, on sait rien. Fait que comment tu veux t'ostiner ou dire quelque chose? Tu peux pas. L'argent qu'ils vont faire alentour de notre village, personne n'a aucune redevance. On l'a rien, ils vont tout prendre s'il y a 2 milliards, mettons. Ils vont prendre 2 milliards, puis nous, on va rester avec le calice de trou, puis pas une scène. Ça fait 50 ans que je reste 50 ans, puis il n'y a plus une crise de scène, il n'y a plus rien, un trou, puis tiens, va-t'en, où tu voudras. Nous autres, on l'a fait notre argent, essaye même pas de nous trouver. Tu sais? Moi, un petit coune, je suis pogné ici, là, avec un crise de trou, j'ai pas eu 5 cents avec ça, puis tout le monde est content. La ville est content, on a eu 500 000 pour notre trou, nous autres, c'est ça qu'on voulait, puis on se calisse du reste. Tu sais, c'est comme vraiment stressant. C'est stressant au bout. S'il se fait rien, si personne ne se prend en main, dans 20 ans d'ici, la BTB est toute défigurée. Là. Ça va être asbestos par 20 fois.
ça va être Malartic par 10 fois. Donc, tu viendras plus en Abitibi, tu vas venir dans le trou. Le trou de Malartic ne sera jamais rempli, tout comme bien d'autres qu'on s'apprête à creuser à ciel ouvert en Abitibi. Les gisements ne sont pas renouvelables et se raréfient, comme si nous étions les derniers à vivre ici. Pour ceux qui viendront dans 100 ans, nous devons inventorier aujourd'hui ce qu'il faut laisser sur place. Les minières ont peut-être été pionnières de territoires éloignés, mais ça ne leur donne pas le droit de perpétuer des manières de faire issues du Far West. La ressource minérale est par définition publique et le contrat complaisant qui lie notre gouvernement aux minières s'apparente à la légalisation du vandalisme corporatif. C'est fou l'argent qui nous est passé et nous passe encore sous le nez, avec lequel nous pourrions faire tant. L'usufruit quasi total de cette exploitation est accordé à des actionnaires qui ne savent même pas qui nous sommes. Cette loi des mines doit être réécrite dans ses principes mêmes. La protection du territoire et le respect des plans d'aménagement civil doivent maintenant commander à l'activité minière. Ça se fait de plus en plus ailleurs dans le monde, en Australie, en Équateur, au Botswana, entre autres. Si cette loi des mines perdure, le Nord sera de même manière saccagé, et la vallée du Saint-Laurent aussi, parce que le gaz et le pétrole, c'est sous terre, donc soumis à la même loi ténébreuse. À peu près temps d'être maître chez nous.